Depuis 1975, les champagnes Yveline Prat, partenaires de Regard et Parole, vous proposent des champagnes d'exception à déguster lors des fêtes de fin d'année. Voilà, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et puis, ben, nous avons, théoriquement, nous devrions avoir ici le président voilà, qui est là. Il faut juste que je me raccorde un tout petit peu. Voilà qui est ici. Voilà. Donc, le président de l'ACBB. Alors, d'abord, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de nous raconter un peu l'historique de ce club d'aviron. Et puis, par la suite, nous axerons en deuxième partie l'orientation de ce grand défi que le club ACBB a décidé d'innover, puisque chaque année, il y a toujours une nouveauté au sein de l'ACBB. On se souvient qu'à une époque, il y a un an ou 2 ans, il y avait une histoire d'endurance. Il fallait pendant 1 heure ou 2 heures à une certaine cadence. Puis aujourd'hui, c'est un nouveau challenge. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus longuement plus tard. Président, donc Pedro Ferreira, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous êtes venu à être président de ce fameux club, l'ACBB? Alors, merci à vous. Je fais juste un petit rectificatif. Alors, je suis président de la section aviron de l'ACBB. Pas de l'ACBB, hein. L'ACBB, c'est un club omnisport qui a 32 sections. Donc, moi, je suis le président de Boulogne 92, qui est le nouveau nom de la section aviron de l'ACBB depuis bientôt 3 ans. Donc, pour répondre à votre question, alors l'ACBB est un club de omnisport, comme on dit, qui a été créé en 1943 par la fusion de plusieurs clubs de Boulogne-Billancourt, dont un club d'aviron qui s'appelait à l'époque Rowing Club de Boulogne-Billancourt. Parmi les sections fondatrices, il y avait une section de cyclisme qui est un club qui a été très important dans l'histoire de France et qui s'appelait déjà ACBB. Le C venait de cyclisme. Et donc, du coup, le nom a été gardé et on a trouvé des mots qui calaient sur les 4 lettres qui existaient déjà, d'où le nom Athletic Club de Boulogne-Billancourt. Donc, nous, on est, comme je viens de le dire, une des sections fondatrices. On est, sinon, donc, on s'appelle depuis, comme je l'ai dit aussi, quelque temps, Boulogne 92, parce qu'on fait partie des clubs qui sont soutenus par les départements de Hauts-de-Seine. Donc avec nous, il y a des clubs très prestigieux comme le Racing 92 que tout le monde connaît, Nanterre 92 pour le basket. Il y a aussi un club d'escrime qui s'appelle BLR 92 et un club de hand qui s'appelle Paris 92. Voilà. Donc ça, ce sont des clubs qui sont, on va dire, en haut de la performance dans leur sport que le département de Hauts-de-Seine a décidé de soutenir. Donc c'est le cas pour nous, pour l'aviron, et on en est très honorés bien sûr, ça nous permet d'avoir des excellentes conditions de travail et à nos équipes, de salariés et de sportifs, de très bien fonctionner. Voilà, donc pour l'historique, le club a subi un énorme développement avec le déménagement qui s'est passé en 2007 sur des installations qui appartiennent maintenant au département, sur le parc nautique Île-de-Monsieur. Donc c'est un parc en bord de Seine qui est entre la ligne du tramway T2 et la Seine, donc, et qui abrite donc une base nautique qui s'appelle maintenant base nautique François Kosciusko-Morizet, en honneur du premier président de cette structure, et qui est donc une structure départementale qui accueille des clubs de sport nautique
dont notamment donc nous, un autre club d'aviron, 3 clubs de canoë-kayak et un club de voile. La structure accueille aussi les sauveteurs en mer pour la région parisienne. Et donc ce déménagement, alors je vous rappelle pour ceux qui savent pas, on était avant sur une très vieille péniche en bord de Seine côté Boulogne, qui limitait fortement le développement du club parce qu'on était très à l'étroit, les installations étaient vétustes, il n'y avait pas de place. Donc on déménage en 2007, on est à l'époque un club aux alentours de 200 et quelques licenciés. Notre président de l'époque, François Bonton, qui m'a passé la main en début juillet, a dirigé une équipe qui avait pour but donc de développer le club. Et on passe donc d'un club qui était dans la 4e ou 5e division, je ne me rappelle plus, à un club D1 qui est depuis quelques années déjà entre la 5e et 1re place. Donc au dernier classement national de l'aviron, on est premier club de France. Donc il n'y a pas eu de classement pour la saison passée à cause de Covid. La saison précédente, donc on a été pour la première fois premier club de France. On accueille aujourd'hui plus de 800 licenciés pour la saison qui vient de se terminer. Là, comme vous pouvez l'imaginer, on a un peu de mal à remplir, mais bon, on fait des grands efforts. Hein. S'il n'y a pas d'autres confinements, je pense qu'on arrivera à aller chercher plus d'adhérents. Mais donc, on est une structure qui a plusieurs particularités. Alors, avant de répondre aux questions sur le défi, je voudrais souligner qu'on accueille beaucoup de publics différents. On a beaucoup, on va dire, de pratiquants sur différentes façons de pratiquer l'aviron. On a bien sûr, et on en est très fiers, un très grand groupe de compétiteurs, parmi lesquels on va trouver de haut niveau. Donc des athlètes en ce moment qui sont inscrits sur liste ministérielle, qui sont en équipe de France, pour quelques-uns qui préparent les Jeux Olympiques. Donc bien sûr, après comme tout club, hein, on a une section de compétiteurs, on va dire assez forte, hein, parce que tous les ans il y a des titres nationaux au championnat, il y a des podiums, il y a des finales, donc voilà, c'est tout ce qui fait vivre un club. À côté de ça, on a une pratique pour les jeunes, hein, qu'on essaye donc de former au sein de notre club et de faire monter en tant que compétiteur. Et on a aussi une pratique, de plus en plus une pratique scolaire. C'est-à-dire on accueille des collèges, des lycées du coin, hein, et parfois un peu plus, qui viennent pratiquer chez nous, soit sur des séquences scolaires avec leurs enseignants, soit avec les associations sportives de leurs établissements. Donc ça nous permet aussi on va dire, de faire connaître notre sport à des jeunes. Donc à côté de tout ça, nous sommes très fiers d'avoir une très très forte section de handisport. Donc on est aussi premier club au classement aviron et handicap de la Fédé d'aviron. Donc là-dessus, vous avez une quinzaine de pratiquants. On accueille tous les ans de plus en plus de monde et nos portes sont grandes ouvertes à toute personne en situation de handicap qui veuille pratiquer notre beau sport. Donc je vous rappelle, on est un sport qui est très intéressant. On est un sport de plein air, donc par les temps qui courent, c'est pas négligeable. Hein, on peut pratiquer en ce moment en individuel, mais on peut. On est un sport qui a une forte tradition de la pratique handi en inclusion. Ça aussi, c'est très important. Notre club est un club qui est pour la mixité. Donc, les gens s'y pratiquent, bien sûr, en tant que compétiteurs, ils ont un encadrement spécifique. Mais ceux qui veulent pratiquer, avoir une pratique juste de loisir, eh ben, ils sont intégrés au groupe loisir. Ils rament avec tout le monde et ça se passe très bien. Donc ça, c'est quelque chose dont on est fier. Alors, en termes de résultats sportifs, bon, il faut absolument que je vous cite Stéphane Tardieu, hein, qui est licencié chez nous, qui est
double médaillé paralympique, donc médaille d'argent à Londres, médaille de bronze à Rio, et qui est, on va dire, le drapeau, le porte-drapeau du club pour la pratique handi-aviron. Donc on accueille aussi, bien sûr, beaucoup d'athlètes. Donc, comme je pourrais vous citer, bien sûr, Alexandre Dutoit, dont on parlera un peu plus tard, qui est chez nous depuis longtemps, qui est un habitué des podiums au championnat de France, et qui est un peu aussi, lui, le moteur de notre section handisport. Je signale aussi, dans les pratiques, on développe depuis maintenant 5 ans une pratique qu'on appelle, nous, aviron adapté, hein, pour ceux qui connaissent pas les termes. C'est une pratique à destination des personnes en situation de handicap mental, et qui se passe très bien. On a commencé avec des jeunes autistes. On a un peu ouvert. Donc là, on est à une situation où on commence à refuser du monde parce que il y a beaucoup de demandes. Mais on en est aussi très fiers de cette section. Et puis, je terminerai la présentation du club en disant il y a un grand nombre de gens qui viennent pratiquer juste pour être en forme, pour se sentir bien, pour faire un sport de plein air. C'est ce que nous appelons d'une façon peut-être un peu abusive les loisirs. Mais c'est des pratiquants qui ne souhaitent pas faire des compétitions ou qui ne font plus de compétitions et qui donc peuvent très bien venir chez nous uniquement pour soit juste faire leur petite sortie hebdomadaire, soit pour participer à des randonnées, parce que l'aviron français a une caractéristique très intéressante, c'est qu'il y a une offre très importante de ce qu'on appelle les rangs d'aviron, c'est-à-dire des balades qui se passent un peu partout en France et à l'étranger, où les gens prennent les bateaux et vont se promener sur les magnifiques cours d'eau qu'on peut avoir. Et ces gens-là peuvent aussi éventuellement faire des petites courses ouvertes à tout le monde, sans forcément avoir des grandes prétentions, mais c'est toujours très intéressant. Donc voilà pour la présentation du club. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions plus précises. Oui, alors je voulais savoir, est-ce que vous êtes affilié à la FFH, Fédération Française Handisport, ou pas du tout? Ou alors vous êtes réellement indépendant et vous êtes affilié à... Alors, je vous explique. Il y a une particularité de notre sport, c'est qu'il y a depuis longtemps un protocole signé entre la Fédération Française d'Aviron et la Fédération Française Handisport. Ce protocole, il délègue l'organisation des championnats de France d'aviron, handi-aviron, à la Fédération Française d'Aviron. C'est tout à fait compréhensible si vous vous intéressez un peu à notre sport, parce que pour organiser un championnat d'aviron, il faut un bassin aux normes olympiques, c'est-à-dire un bassin qui fait 2 km avec des lignes d'eau matérialisées, avec un certain nombre d'équipements. Et évidemment, une fédération qui essaye de toucher à tous les sports ne pourrait pas se permettre d'avoir à gérer en plus ce genre d'équipement. Donc, depuis très tôt, la Fédération française handisport s'est mis d'accord avec la Fédération française d'aviron pour déléguer l'organisation des championnats de France. Ça se passe super bien. Et donc, nous, on est, pour répondre précisément à la question, affiliés aux 2 fédérations. On est affilié à la Fédération française d'aviron. On a tous les labels qu'il faut, notamment le label handi-aviron, ou aviron et handicap, comme il s'appelle maintenant. Et on est aussi affilié à la Fédération française handisport, qui nous a accordé le label Une Étoile. Alors, revenons un peu sur le club à proprement parler. Qui gère finalement tout le côté handisport? Est-ce que les coachs ou les entraîneurs ont suivi un cursus bien spécifique par rapport à l'aviron? Parce que déjà, être en situation de handicap en jouant du basket ou en faisant du tennis, c'est autre chose parce qu'on est sur la terre ferme. Là, on navigue sur de l'eau. Donc il y a toute une préparation au niveau du matériel. Est-ce que les bateaux sont aménagés? Comment sont-ils aménagés? Et puis après, qui finalement surveille toutes ces personnes en situation de handicap lorsqu'elles vont soit en indoor, c'est-à-dire ramer, ou alors quand elles vont sur les plans d'eau? Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement,
en France en général et dans l'aviron en particulier, il y a deux filières. Il y a une filière de coach professionnel et une filière de coach bénévole. Donc, je commence par les professionnels. Donc, les professionnels ont des diplômes d'État qui sont délivrés par des centres de formation qui permettent d'encadrer différents types de sports. Sur ces diplômes s'ajoute une qualification spécifique qui s'appelle le CQH, qui les qualifie à encadrer la pratique handisport. Donc, nous avons la chance d'avoir un coach au club qui s'appelle Alexandre Bridel, qui a sa qualification handisport. Nous avons aussi une personne qui travaille avec nous sur le sport adapté, qui est à l'origine de la création, qui s'appelle Constanza Sedaros, qui elle aussi a la qualification qu'on appelle donc le CQH. Donc, c'est des professionnels qui sont formés d'abord à l'aviron et ensuite reçoivent une qualification qui leur permet d'encadrer le handisport. Donc, c'est eux qui sont les grands responsables des deux sections, donc des gens en situation de handicap physique et des gens en situation de handicap mental. Donc, ils ont reçu, d'un point de vue théorique, tout ce qu'il faut comme information pour connaître donc ce que vous venez de citer, c'est-à-dire la sécurité sur l'eau, bien sûr, ce qui est un point très important, le suivi des athlètes, donc la sensibilisation, bien sûr, à tous les types de handicap, et c'est eux qui font vivre vraiment cette pratique au sein du club. Donc ensuite, sur les bénévoles, il y a un parcours de formation fédérale qui comprend 3 niveaux, initiateur, éducateur et entraîneur fédéral, et là aussi, la Fédération française d'aviron propose une formation qui s'appelle éducateur et handicap au pluriel. Donc, au club, nous avons donc, comme je viens de vous dire, 2 personnes qui ont CQH et nous avons en ce moment 3 personnes qui ont la formation éducateur et handicap, qui sont donc moi-même et entraîneur fédéral plus éducateur et handicap, Stéphane Legrand qui est éducateur fédéral et éducateur et handicap, et Alexandra Menezes, donc aussi éducatrice fédérale et éducateur et handicap. Et nous avons une autre personne qui est en train de se former en ce moment, c'est monsieur Antoine Sampé, qui souhaite s'impliquer, qui s'implique déjà pas mal dans la pratique aviron adapté. Donc voilà, pour vous donner un peu, donc je pense qu'au niveau formation, on est bien étoffé. N'empêche que les autres professionnels du club qui ont soit des brevets professionnels, soit des brevets d'État, ils sont tout à fait à même d'assurer la sécurité sur l'eau à tout public, y compris le public handi si besoin est. Et ils n'ont pas forcément reçu la qualification, mais quand on est au club, on est tous solidaires, bien sûr. On est sur l'eau, on s'aide mutuellement. Voilà, donc je pense avoir répondu à cette partie. Alors, autre question. Est-ce que toutes ces personnes valides ou en situation de handicap, est-ce qu'elles partagent toutes le même espace en même temps, où il y a des créneaux pour finalement chaque type de sportif? Alors, sur le public, le public fait des compètes, parce qu'il faut distinguer Alors, ils ont un entraîneur dédié, c'est Alexandre Bridel, et ils viennent sur des créneaux précis. Bien sûr, ils vont pas se retrouver tout seuls sur la base. Quand ils arrivent, par exemple, traditionnellement, le gros entraînement en bateau, c'est le samedi matin. Quand ils sont là le samedi matin, il y a des personnes qui pratiquent en loisir. Il y a des compétiteurs et donc ils ont leur coach, mais ils sont au même temps sur le même type de pratique que les autres personnes. La même chose va se passer plus maintenant parce que tout ce qui est équipement d'intérieur est fermé, mais en situation normale, quand ils participent aux entraînements en salle, ils sont bien sûr, ils ont leur encadrement, mais ils sont mélangés avec les autres athlètes du club, que ce soit sur les machines à ramer, que ce soit en muscule. Donc la réponse est bien sûr encadrement spécifique, mais mixité. Alors pour ce qui est
du public qu'on va appeler loisirs. Eux, ils sont totalement intégrés au groupe loisirs, donc ils rament avec les autres rameurs, ils sont mélangés et ça se passe très bien. Pour revenir un peu à cette histoire de plan d'eau, bon, je sais que pour ma part, j'ai fréquenté votre club pendant 1 an et puis malheureusement, il y a ma coiffe qui en a subi les conséquences. Comment se passe, tout à l'heure vous parliez également que vous axiez aussi des actions vers les scolaires. Ça veut dire que c'est pour essayer de donner goût justement à de futurs champions, peut-être de s'entraîner, de découvrir votre discipline pour en faire une discipline phare dans leur choix? Oui, bien sûr. Alors nous, malheureusement, on n'est pas très gâtés au niveau de plan d'eau, hein, parce qu'on rame sur la Seine. Donc, pour ceux qui connaissent la géographie de la région parisienne, on a le droit de ramer entre l'entrée de Paris, c'est-à-dire le pont du périphérique, le pont qui se situe entre les 15e et 16e arrondissements, et le pont de Saint-Cloud à Boulogne-Billancourt. Donc c'est notre bassin de pratique. Alors ce tronçon de la Seine, il est très fréquenté par de la navigation commerciale et par de la navigation de plaisance. Ce qui est un peu gênant pour la pratique de l'aviron, parce que l'aviron, ce sont des bateaux assez fins, qu'on pourrait dire assez instables, entre guillemets, et les vagues perturbent notre pratique. Donc, la navigation est un de nos soucis. Alors, on a en général, ça fonctionne en bonne entente avec les professionnels, donc les bateliers, etc., à des rares exceptions. Je peux pas dire la même chose de quelques plaisanciers, surtout en été, qui, voilà, je vais pas être polémique, mais qui ont pas une sensibilité aux autres pratiques sur la Seine. Donc ça, c'est un des problèmes que nous avons. Ceci dit, nous, on est des utilisateurs pour certains publics de compétition uniquement, bien sûr, du bassin de Mantes-la-Jolie, qui est un bassin aux normes internationales, hein, un bassin fermé qui n'a pas de navigation. Nous avons accès à des hangars, des petits hangars à bateaux où nos compétiteurs peuvent stocker un petit peu de matériel et venir s'entraîner régulièrement, ce que nous faisons. Et notamment, c'est le cas du groupe Andy. Hein. Le groupe Andy compétition, ils vont très souvent avec leur entraîneur faire des séances d'entraînement quand ça devient un peu compliqué sur la Seine. Question sécurité. C'est vrai que ayant pratiqué pendant, disons, 6 mois et quelques mois sur le samedi matin en navigation sur la Seine, c'est vrai que quand il y a des bateliers, des péniches qui passent, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir une grande appréhension de tomber dans l'eau. Au niveau de la sécurité pour toutes les personnes, tout à l'heure vous mentionnez justement que vous aviez ouvert votre pratique au sport aux personnes en situation de handicap mental. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce qu'il y a une crainte, le fait d'aller sur la Seine? Et comment ça se passe? Et je suppose que vous avez dû mettre en place toute une structure au niveau de la sécurité. Oui, bien sûr. La sécurité, c'est un des points les plus importants pour la pratique de notre sport. Nous, on est tous sensibilisés à ce problème. Toutes les formations, il y a une composante de sécurité super importante. Donc, nos coachs, ils savent sécuriser un bassin. On a, juste pour vous donner un chiffre, on a 11 canots à moteur pour couvrir donc un parcours qui fait à peu près 4 km. C'est suffisant. Donc, on a la possibilité d'avoir sur l'eau des canots à moteur où tout le bassin est en visu et qu'on peut secourir assez rapidement quelqu'un. Ceci dit, l'aviron, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est un sport où on se bac très rarement. Donc normalement, on peut avoir des fautes techniques, des casses matérielles, mais sur une séance normale, personne ne se bac à l'aviron. C'est pour ça aussi que la pratique Andy se fait sur des bateaux adaptés.
par exemple, les personnes qui n'ont pas l'usage des jambes, ils vont ramer sur des bateaux plus larges, avec éventuellement des flotteurs qui difficultent énormément le bacage, qu'on appelle. Donc ces bateaux sont très difficilement se retournent. Ceci dit, vous parlez aussi de l'aviron adapté. L'aviron adapté, bien sûr, chaque personne, c'est une personne en handicap mental, finalement, c'est une personne comme nous tous. Il y en a qui ont peur de l'eau, il y en a qui n'ont pas peur de l'eau, donc tous les cas peuvent se présenter. Et donc nous, on essaie de gérer ça de la meilleure façon qu'on peut, en connaissant nos athlètes. Et ce qu'on fait aussi, c'est que cette pratique, elle est très, très particulière au sens où il y a une énorme présence de bénévoles. C'est-à-dire, je peux vous donner un exemple. Hein, heureusement, pendant ce deuxième confinement, les pratiques en handisport et aviron adapté, on a pu les maintenir. Donc, le week-end dernier, on avait des jeunes qui sont venus de la section aviron adapté. Et ces jeunes-là ont pu pratiquer en toute sécurité, bien sûr. Et parmi eux, il y avait un bateau, ce qu'on appelle une yolette, hein, c'est un bateau à 4 rameurs et un barreur, où il y avait un jeune handicapé et 3 rameurs bénévoles, plus un encadrant à la barre du bateau. Donc là, ça fait un taux d'encadrement de un pratiquant pour 4 encadrants. Sur d'autres bateaux, où c'est des jeunes qui ont plus d'expérience ou qui ont des formes de handicap qui sont finalement qui les rendent un peu plus autonomes, on peut avoir juste un barreur et 4 jeunes qui rament, ou un barreur, 3 jeunes et un encadrant. Bon voilà, tout est possible. Mais les taux d'encadrement, c'est ce que je veux passer comme message, pour la pratique aviron adapté, sont extrêmement importants. C'est des taux qui sont très différents d'une pratique, on va dire, classique de l'aviron. Sur le handi aviron, bien sûr, il y a des cas très particuliers. Par exemple, les déficients visuels, ils ont toujours besoin d'un accompagnateur. Vous ne pouvez pas mettre une personne qui est très malvoyante ou aveugle sur l'eau sans se faire accompagner par quelqu'un qui peut diriger le bateau, c'est bien évident. Voilà, j'espère avoir répondu bien sûr. à votre question. Alors, juste avant d'aborder la deuxième partie concernant le fameux challenge que vous allez organiser samedi 5 décembre de 11h à 15h, est-ce que pour l'ACBB, trouver des bénévoles, c'est compliqué ou pas? Pas tellement, parce que bon, je vais peut-être paraître un peu chauvin, mais notre sport, il est beau, les gens s'y plaisent. Et donc, notre réservoir de bénévoles, c'est nos rameurs. Des gens qui arrivent. Moi-même, je suis arrivé au club. Bon, j'avais déjà ramé jeune, mais je suis arrivé au club et très vite, j'ai commencé à suivre mes formations pour faire de l'encadrement bénévole et je les ai toutes faites. Et on a tous les ans un petit noyau de gens. Alors, je dirais pas que c'est la majorité, mais on a un noyau de gens qui viennent nous voir et qui nous disent « je veux m'impliquer un peu plus ». Et donc, ils commencent à faire un peu de bénévolat. Par exemple, typiquement, bon, s'il n'y avait pas de confinement à cette époque de l'année, on aurait des rameurs qui rament depuis 4-5 ans, qui seraient en train de monter à la barre des bateaux avec ceux qui apprennent à ramer, ce qu'on appelle les loisirs débutants. Bon, tous les ans, on a des gens qui viennent et ça leur fait plaisir. C'est la même chose, je peux vous dire que la section aviron adapté, quand on l'a montée, on était un peu sceptique au niveau de la direction du club en se disant c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'encadrement, nos professionnels ils sont déjà très occupés ailleurs, ça va être compliqué. Et finalement, on se rend compte, 5 ans après, que cette section fonctionne extrêmement bien grâce à nos rameurs. Alors, je parle pas que de loisirs, hein. Je parle aussi des compétiteurs qui viennent ponctuellement donner un coup de main. Il y en a qui sont plus réguliers que d'autres, mais moi je pourrais vous dire si un rameur donnait 2 demi-journées dans l'année avec 800 adhérents, on pourrait faire ramer énormément de jeunes en aviron adapté. Et ça,
c'est pour nous la grande surprise, hein, c'est que finalement on a monté cette section, on pensait avoir des difficultés et finalement ça se passe très bien parce que les gens adhèrent. Donc c'est ça qui montre comment nous on recrute les bénévoles. Les bénévoles, on va pas les chercher en dehors du club parce que ça n'aurait pas de sens. Il faut être un peu passionné de ce sport, il faut connaître un petit peu. Et puis après, une fois qu'ils se manifestent, on a tous les outils en main, on peut les former, on a des formations fédérales, on peut les coacher en intérieur. On a, je pense que 4 ou 5 tuteurs fédéraux, donc c'est-à-dire des gens qui ont ce qu'il faut comme bagage pour faire du tutorat pédagogique de nos bénévoles. Alors, abordons avec joie cette journée du 5 décembre. C'est dans quelques jours, c'est dans 3 jours. Voilà. Qui a eu l'idée? Donc, je suppose que c'est Alexandre Dutoit qui, une fois encore, a voulu proposer quelque chose, innover. Et comment le club a accepté et a analysé cette proposition pour finalement la mettre en place samedi, qui sera diffusée en direct, on doit le préciser, sur votre page Facebook de la CBB de 11h à 15h, où vous allez bien voir souffrir Alexandre Dutoit pendant 4 heures. Voilà, parce que déjà, ramer pendant 1 heure, c'est d'une grande violence. 2 heures, on multiplie par 2. 3, on multiplie par 6. Et quand on fait 4 heures, on peut multiplier par 12 au niveau de l'endurance et de la souffrance. Alors, comment, Pedro, vous allez organiser cette journée? Alors, déjà, pour répondre au début de la question, donc c'est Alexandre qui nous a proposé cet événement. Je pense qu'il a été motivé par un de ses amis qui est en fauteuil électrique et donc qui a une maladie rare. Et il a proposé ça au bureau du club duquel il est membre et tout le monde a dit oui à l'unanimité tout de suite. Et ça a aussi entraîné l'adhésion des coachs professionnels du club. Donc l'idée va être de faire ramer Alexandre sur la distance officielle du marathon, 42 195 mètres, sur machine à ramer, hein, c'est pas sur l'eau. Donc c'est sur, pour ceux qui connaissent un peu, c'est sur les rameurs en salle que vous pouvez trouver dans les gymnases. C'est extrêmement violent. Hein. C'est extrêmement violent. Hein. Voilà. Ah oui, non, sur un rameur concept 2. Oui. Voilà. Et je veux dire, j'ajouterai quelque chose pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Alexandre, il va ramer à force de ses bras et de son dos. Il n'a pas l'usage de ses jambes dans cet exercice. Donc c'est d'autant plus difficile parce que notre sport, on propulse le bateau majoritairement avec les jambes. Donc c'est une... moi-même, j'ai essayé de faire suivre de temps à autre les athlètes du groupe Ambi en ramant moi-même en bras corps ou en bras sol, et je peux vous dire que c'est très compliqué. C'est dur. C'est très dur. Alors, il est bien entraîné, Alexandre, hein, et je suis sûr qu'il va faire des belles choses. Alors, comment ça va se passer pendant ces 4 heures? Parce que pendant 4 heures, Alexandre va peut-être avoir un peu de... Il risque d'avoir peut-être un coup de mou. Il risque peut-être de... Parce que quand on part comme ça, c'est pas comme un sport, par exemple, où le basket, bon, alors on monte, et puis hop, après on peut s'arrêter 3-4 secondes parce qu'il y a une remise en touche, parce qu'il y a ceci. Là, ça va être 4 heures, on part à 11 heures, coup de sifflet, top départ 11 heures, et on s'arrête à 15 heures. C'est-à-dire qu'entre-temps, il n'y a pas de... on ne peut pas s'arrêter pour aller aux toilettes, on ne peut rien faire. Alors, il va falloir, hein, parce que il va falloir s'hydrater, il va falloir peut-être manger un peu, on arrêtera, le chrono continuera à compter, hein, c'est comme... si sur un marathon, en course à pied, vous avez une crampe, le chrono, il continue à compter. Donc, Alexandre va gérer ça comme il peut, j'imagine. Mais il faut absolument qu'il s'hydrate et qu'il mange un peu, hein, parce que c'est un effort qui est très important, quand même. Moi-même, pour avoir fait déjà j'ai jamais fait de marathon, hein, mais j'ai fait des demi en machine à ramer, et j'ai fait une fois un marathon en bateau. Si vous ne gérez pas bien votre effort,
c'est-à-dire si vous ne savez pas exactement quelles sont vos capacités et si vous ne vous hydratez pas et ne mangez pas, ça peut vous aurez une performance qui sera très très mauvaise. Donc Alexandre sait ça très bien, il va gérer son effort, il sait ce qu'il peut faire, il connaît ses temps de passage. Donc nous on mesure traditionnellement en temps qu'il faut pour faire 500 mètres. Donc Alexandre a un but, il va se caler dessus et je lui fais confiance pour être très discipliné là-dessus. Après, sur les petits arrêts, il va falloir le faire parce que sinon, il vaut mieux s'arrêter quelques minutes pour boire, manger un peu, éventuellement aller aux toilettes, et que ces quelques minutes soient en train de faire tourner le chrono, que de craquer totalement et ne pas être capable de finir. Donc, c'est toute une gestion. Hein. Nous avons une autre athlète du club, Virginie Picard, qui a fait un 100 km, elle. Et quand elle a fait son 100 km, elle a mis 25 heures. Juste pour vous donner... et elle, dans la catégorie en bras seul, c'est encore plus remarquable, je dirais. Alors, voilà. La cadence que va proposer Alexandre, c'est pas une cadence de dingue, c'est-à-dire c'est une cadence que lui-même il va gérer en se disant, par exemple, il va tourner autour de combien de... quelle va être un peu sa vitesse de croisière? Bon, il faudra lui demander, hein, parce que, typiquement, hein, un athlète avec les caractéristiques d'Alexandre, il va tourner aux alentours entre 22 et 24 coups par minute, j'imagine. Et je ne sais pas ce qu'il vise, Alexandre, mais il va viser certainement entre 2,30 vers les 2,30, 2 minutes 30 aux 500 mètres, quelque chose comme ça. Voilà. Ça fait quand même beaucoup. Et alors, est-ce qu'Alexandre va justement être accompagné? Est-ce qu'à côté de lui, il va y avoir des personnes qui vont aussi faire d'autres challenges? Parce que d'après ce que j'ai compris, donc Alexandre rame, et le tout c'est de récolter des dons pour justement les verser à cette personne en situation de handicap qui en a besoin. Donc au fur et à mesure des dons, il y aura aussi des challenges qui seront par exemple réalisés par d'autres sportifs. C'est bien cela? Oui, on essaye de le faire, donc des petits challenges on va avoir d'autres machines et je pense qu'il y a au moins une personne, voire deux qui se sont portés volontaires, deux personnes qui ne sont pas en situation de handicap pour faire les 42 km avec Alexandre aussi, un peu pour le motiver, lui tenir compagnie, on va dire. Alors une question, est-ce que dans ces cas-là, quand il est dans un effort, est-ce que Alexandre peut parler ou pas du tout? Alors il faut vraiment se concentrer sur l'aspect performance. Alors normalement, ça dépend comment il va gérer son effort. Il vaut mieux se concentrer sur l'aspect performance, c'est clair, parce que quand on parle... Ah. Bon, alors là, on va reprendre. Je pense qu'on a été tac-tac. Et je vais rappeler notre ami. Nous avons été en plein direct coupé. Voilà, nous avons été coupés, cher Pedro. Exactement. Voilà. Donc, je remets mes oreilles. Oui. Voilà. Donc, vous parliez qu'Alexandre allait donc aussi être accompagné par des camarades qui vont eux aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de certaines sommes, il va y avoir en parallèle des challenges qui vont être tenus. Alors, quels sont voilà. les challenges que vous allez proposer? Oh bah ça va être des petits de ramer des petites distances à l'ergot, hein, des distances courtes bien sûr, des 1000 mètres ou des 2 minutes, des choses comme ça avec des athlètes du club. Voilà. Chaque fois qu'on atteindra une certaine somme, ils feront péter un de ces challenges, comme on dit.
Alors, est-ce qu'il y aurait autre chose à mentionner concernant le club de la CBB, mais aussi concernant la journée du samedi? D'accord, vous comptez effectivement sur votre réseau pour que les gens puissent donner une forme de générosité. Comment ça va se passer donc concrètement? Donc c'est dans la salle, en dehors? Est-ce qu'on va être chauffé, pas chauffé? Quelles sont les dispositions? Oui, ça sera en dehors, hein, parce que Covid oblige. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que je peux vous garantir qu'Alexandre va être chaud très vite. Ça sera en dehors. Alors, malheureusement, il y a des jauges sanitaires qui vont empêcher qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne. Ce sera certainement un petit comité. Il y aura une communication qui va être faite sur l'internet du club, hein, que ce soit le site, le Facebook, etc. Et voilà, les retransmissions, comme vous l'avez très bien dit, en direct sur notre page Facebook. Et donc samedi, ça commence le direct a lieu à 11h. À 11h. Et puis ça va durer jusqu'à 15h. Est-ce que vous avez prévu, avec beaucoup d'humour, je dis cela, est-ce que vous avez prévu un SAMU, quelque chose à la fin des 4 heures d'effort pour Alexandre? Ah bah c'est sûr, hein, il va falloir déjà le féliciter, il faudra qu'il mange et voilà. Mais je pense qu'il va être surtout content, hein. Quand on relève un défi comme ça, on finit très fatigué, mais très content de ce qu'on vient de faire. Je peux vous garantir. Voilà. Pour peut-être conclure cette interview, qu'aimeriez-vous ajouter, ou peut-être si nous avions omis de mentionner quelque chose, Pedro? Non, juste vous dire que bon, c'était une année très difficile pour tout le sport français. On est toujours un peu dans l'incertitude, mais Boulogne 92 essaye de continuer à faire ce que nous avons fait tout le temps, c'est-à-dire d'accueillir nos rameurs, de proportionner, de vous donner les possibilités de ramer et d'avoir un groupe qui est performant et avec du bon encadrement et des professionnels. Je citerai juste que nous avons actuellement un de nos adhérents qui s'appelle Dorian Mortelette, qui est un médaillé olympique, hein, il a eu la médaille de bronze à Pékin, qui essaye de faire en sorte que le 4 de pointe sans barreur français se qualifie pour les Jeux de Tokyo. Il est en pleine préparation, il est très très motivé, et puis on aura, j'espère, dans quelques semaines, voire quelques mois, des bonnes nouvelles, s'ils arrivent bien sûr à qualifier le bateau français pour Tokyo. Alors, voilà. Juste avant. Et je voudrais pas oublier, il y a Christophe Lavigne. Christophe Lavigne, c'est le rameur handi du club, que lui, il a déjà qualifié la coque française pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Donc là, il est en pleine préparation olympique pour faire une bonne performance à Tokyo. Alors, il faut faire attention, hein, les règles à l'aviron sont un peu particulières. Le bateau est qualifié, mais pas les rameurs. C'est-à-dire que l'encadrement national peut décider de changer la composition de l'équipe qui va représenter la France. Donc Christophe continue à travailler tout le temps pour assurer déjà qu'il va à Tokyo et deuxièmement qu'il va faire un bon résultat à Tokyo. Et on l'espère pour lui. Et puis, moi, j'espère qu'à partir du mois de janvier 2021, que nous allons pouvoir mettre sur place une émission, une fois par mois, et bien justement dédiée à l'aviron, ce qui va nous permettre de découvrir tous ces athlètes, ces bénévoles. On pourra également faire des plateaux pour discuter, je ne sais pas moi, des réglementations ou des choses, des normes qui avancent ou qui reculent. Bref, une émission sur l'aviron, c'est aussi c'est ce que je souhaite mettre en place avec Pedro et puis peut-être avec d'autres personnes pour justement que l'aviron puisse avoir sa place et que l'on puisse également découvrir aussi ces athlètes complètement méconnus. Donc ça sera aussi une chance, une ouverture, un partage et puis une découverte. Merci beaucoup.
Et puis, on se donne rendez-vous samedi à 8h30 Samedi. pour tout préparer, puisqu'à 11h, il y aura le direct. Alors, peut-être rappeler votre page Facebook, Pedro. Alors, le page Facebook, pardon, c'est Boulogne 92 Aviron, tout collé, tout en minuscule. D'accord. Eh bien alors, on se donne donc rendez-vous samedi, pour ce fameux direct. Merci d'avoir accepté notre invitation, Pedro, et puis mes salutations à toute l'équipe. À samedi. Merci beaucoup. À samedi. À samedi. Au revoir. Au revoir. Depuis 1975, les champagnes Yveline Prat, partenaires de Regard et Parole, vous proposent des champagnes d'exception à déguster lors des fêtes de fin d'année.